Bonjour, mon nom est Jean Poirier, directeur adjoint du SIC. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire, donc à la fois aux collègues de l'Université de Sherbrooke, de l'Université Laval et ici à l'Université de Montréal. Donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Eck, qui a choisi de s'auto-présenter un peu plus tard. Et qui va nous parler des effets de la réforme scolaire au Québec sur les compétences mathématiques des enfants du primaire et du secondaire. Un sujet fort intéressant et d'actualité. Donc, sans plus tarder, Catherine. Merci. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Mon nom est Catherine Hack. Je suis étudiante au doctorat à l'Université catholique de Leuven en Belgique. J'ai fait ce travail-là qui va être présenté aujourd'hui en collaboration avec Pierre Lefebvre et Philippe Mérignan qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Et donc, on va regarder l'effet de la réforme québécoise sur le développement des compétences mathématiques des enfants au primaire et au secondaire. Donc, avant de vraiment me lancer dans la présentation comme telle, je vais vous dire d'où on est parti pour avoir cette question-là et exactement la question comme telle qu'on va adresser pour être sûr qu'on soit tous sur la même page là, de savoir qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, alors, d'où on est parti? Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est pas ce qu'on s'est demandé, plutôt ce que la littérature a regardé beaucoup, c'est comment l'école est importante, comment l'école influence les étudiants, puis que c'est comme les compétences des étudiants finalement se reflètent dans leur développement socio-économique dans le futur, donc sur leur travail, sur le salaire qu'ils peuvent gagner, sur leur taux d'emploi ou de non-emploi. Donc, ce que les études ont démontré, en fait, c'est que si on regarde les grandes études internationales, on voit qu'il y a beaucoup de variétés dans la performance des étudiants et on est assez inquiété par le fait qu'il y a des étudiants qui se trouvent au bas de la distribution qui sont pas prêts pour le marché comme il est aujourd'hui, qui est un marché où on doit avoir de bonnes connaissances, c'est un marché du savoir. Donc, la recherche s'est centrée et puis s'est demandé, bon, OK, quels sont les indicateurs qui nous permettent de prédire comment quelqu'un va réussir dans le marché du travail? Donc, ils ont regardé, entre autres, le fait de graduer ou non du secondaire. Ce que la recherche montre, c'est que c'est pas suffisant. L'indicateur gradué ou non gradué, c'est pas suffisant pour vraiment capturer l'ampleur de l'importance des connaissances au niveau du marché du travail. Donc, les recherches ont démontré encore plus spécifiquement que c'était important de regarder les compétences cognitives. Et par compétences cognitives, là, on a regardé toute une panoplie de choses comme les compétences en lecture, les compétences en mathématiques, le vocabulaire, des choses comme ça. Et pour notre recherche en soi, ce qu'on a été voir, c'est les compétences mathématiques, c'était quoi leur importance. Et les recherches ont montré que les compétences mathématiques étaient fortement corrélées avec comment on allait performer dans le marché du travail. Donc, le salaire, le taux d'emploi et tout ça. Et plus spécifiquement, l'étude ici, Ingram et Newman, ils ont regardé les compétences mathématiques, mais aussi la lecture, le vocabulaire et tout ça. Ils ont montré que les compétences mathématiques, c'est celles-ci qui étaient le plus fortement corrélées. Donc, nous, on est parti de ça, on s'est dit, les compétences mathématiques, c'est important. Donc, et là, la question qu'on s'est demandé, c'est, est-ce que la réforme a influencé ces compétences mathématiques-là? Donc, la réforme, qui était une réforme qu'on appelait des compétences, une approche par compétence, avait comme pour objectif de favoriser le développement du plus grand nombre. Donc, vraiment, les gens qui ont fait le design de la réforme, excusez le mot anglais, se sont dit qu'il fallait que tout le monde puisse réussir, donc incluant les plus faibles. Donc, on s'est dit, OK, si on veut que les plus faibles réussissent, on parle entre autres de qu'ils réussissent au niveau des mathématiques. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estimer l'impact de la réforme sur les compétences mathématiques. Donc, c'est ça qu'on fait, et donc on ne fait pas ce qui est lecture, comportement et tout ça. Donc, l'agenda que je vais suivre, je vais tout d'abord vous donner un contexte historique où on était au moment de la réforme, comme pourquoi on en est arrivé à vouloir implanter une réforme, les motivations qui ont motivé la recherche que nous, on fait spécifiquement. Je vais vous décrire comme bien la réforme du Québec. Des gens du ministère ici qui la connaissent probablement mieux que moi, mais je vais vous donner ce que moi, j'ai pu lire à travers les documents officiels. On va parler de la méthodologie. La méthodologie est importante. Et puis, la base de données qu'on utilise, qui est une base de données de Statistique Canada, et les résultats et une discussion. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'interrompre à tout moment, il n'y a pas de problème. Donc, le contexte historique.
à l'époque de la réforme, c'était le début des grandes enquêtes internationales où on allait tester les étudiants. En majorité, c'était des étudiants de l'âge de 15 ans. Donc, on a commencé à collecter de grandes bases de données qui comparaient la performance des étudiants à travers les pays. Donc, on est arrivé à avoir un portrait global de la performance des étudiants dans les pays développés. Et là, c'est là que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de variété dans la performance des pays. Non seulement il y avait de la variété dans la performance des pays, mais il y avait de la variété à l'intérieur d'un pays même. Et ce qui est une des trouvailles les plus intéressantes, selon moi, c'était que les pays qui avaient le moins de variance, donc les pays où les forts et les faibles n'étaient pas complètement éloignés, étaient aussi les pays qui performaient le mieux. Donc, on a comme eu une piste d'indication sur le fait que réduire la variance, amener tout le monde pour que tout le monde soit bien performant, augmente aussi la moyenne en général. Et évidemment, ces études-là ont montré que la performance avait un lien avec notre contexte socio-économique. Donc, si on est moins favorisé, évidemment, il y a de plus grandes chances qu'on ait des moins bons résultats. Donc, dans ce contexte-là, les pays se sont dit, bon, nous, on est à tel rang, on veut arriver à telle position, et les réformes ont commencé à s'implanter dans plusieurs pays. Je vais parler seulement des réformes américaines, mais il y a eu des réformes un peu partout, là, mais on va vraiment se focusser sur les réformes de nos voisins du Sud. Donc, aux États-Unis, les plus grandes réformes qu'il y a eu, c'était ce qu'ils appelaient les Comprehensive School Reform, je vais les appeler les CSR, et les Charter Schools. Ça, c'était les plus grandes vagues de réformes. Donc, les Comprehensive School Reform, ce sont des réformes qui étaient très globales. Donc, c'était pas des réformes qui avaient comme objectif précis l'approche d'enseignement ou les ressources par étudiant ou la façon d'organiser l'école. C'était vraiment des réformes très globales de l'école qui adressaient plusieurs aspects et qui, étant aussi globales, il y avait plusieurs modèles qui ont été implantés. Donc, évaluer les CSR comme tels, c'est pas évident parce qu'il y a toute une variété de réformes qui ont été faites et qui étaient principalement développées par le marché privé. Donc, qui étaient développées dans le privé et étaient implantées par les écoles. Donc, il y a eu des études qui ont regardé les CSR, mais les effets étaient en général nuls ou un peu positifs. Puis dans les charter schools, ce sont des écoles auxquelles on a donné plus d'indépendance. Donc, ces écoles-là, on les a rendues plus autonomes. En contrepartie, ils devaient rendre des comptes à l'État. Donc, on s'est dit, en leur donnant plus d'autonomie, on avait espoir qu'ils seraient plus aptes à adresser les problèmes spécifiques. Donc, malheureusement, toutes les recherches qui ont été faites sur les CSR et sur les charter schools, ils sont limités dans un certain nombre de façons. Parce que les CSR et les charter schools étaient surtout, ils visaient surtout les populations défavorisées. Donc, les États-Unis ont pris une approche où ils se sont dit, bon, nous, on attaque la queue de la distribution, on fait des réformes qui s'adressent aux enfants défavorisés. Quand on fait des études sur des réformes comme celle-là, on trouve des effets qui sont applicables aux enfants défavorisés, mais peut-être pas à tous les enfants. Donc, ça nous permet pas de généraliser sur si on implantait la réforme à l'échelle complète du pays ou de la province ou de l'État. Ces réformes-là aussi, le problème, un des problèmes, quand ils ont été analysés, c'est qu'on analysait parfois les réformes selon le fait que l'école avait reçu le financement pour la réforme, mais il n'y avait pas eu de vérification à savoir si la réforme avait bel et bien été implantée. Il y a eu des papiers par Orlin et al. Qui ont montré que 5 ans après le financement, c'était pas dit qu'il y avait implanté. Donc, on faisait des estimations sur le fait d'avoir reçu le financement, mais peut-être que la réforme n'était pas nécessairement implantée. Là, au-delà de tout ça, toutes ces réformes-là, comme je vous disais, il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés dans le type de réforme. Les étudiants traités sont une population cible qui est surtout défavorisée. Il y a des réformes qui sont implantées, il y en a d'autres que pas. Donc, il y a une très grande hétérogénéité qui fait que c'est difficile empiriquement de vraiment cibler puis de trouver des conclusions fortes. Donc, ça, c'est l'état de la recherche un peu sur ces réformes-là. Et donc, nous, au Québec, on était à la même époque dans les grandes études internationales et on performait très bien. Le Québec était très bon à PISA au courant des années 2000. Mais ce qu'on a vu, on a vu la distribution. Et puis, on savait aussi que notre taux de décrochage était extrêmement élevé. On était à 17% à peu près à cette époque-là. Donc, bien qu'on était très fort ou qu'on était assez fort, on a quand même vu l'utilité d'adresser aussi, nous, le cul de notre distribution.
Donc, c'est à cette époque-là qu'on a implanté la réforme du primaire et du secondaire. Donc, les caractéristiques de cette réforme-là, c'est une réforme qu'on appelle la réforme par compétences, qui est les compétences transversales, et qui était aussi, je vais vous donner le terme exact, là, sur les domaines généraux de formation, pour ne pas utiliser les termes en anglais. Donc, les compétences transversales, quand on les lit, c'était les compétences au niveau de la communication, la méthodologie. Quand on lit le détail des compétences transversales sur lesquelles ils sont évalués les enfants, c'est très actif. C'est tous des verbes d'actifs. Collaborer avec les autres, résoudre des problèmes, utiliser les technologies et tout ça. Donc, quand on lit les documents du ministère, tout est dans l'action. Donc, c'est une méthode qui est très active où l'enfant se retrouve au centre de l'apprentissage et doit faire son apprentissage dans un contexte. Donc, l'enfant devient plus central, donc c'est beaucoup moins passif. On n'est plus dans l'approche où l'enseignant dispense le savoir, puis l'étudiant écoute passivement et apprend. On est dans une approche où vraiment l'étudiant crée ses propres opportunités d'apprentissage via ses recherches. Donc ça résume, c'est juste pour dire que c'est une approche qui est active versus une approche qui avant était un peu plus passive. Donc, comment a été implantée la réforme? Ça, on a obtenu ça des documents officiels. C'est le calendrier d'implantation de la réforme. Donc, évidemment, avant de se lancer dans l'opération, on a formé les enseignants, parce que les enseignants avaient été formés à l'université pour une approche qui était différente de celle-là. Donc, on les a formés. La formation a commencé en 1999 avec les enseignants du primaire en niveau élémentaire 1 et 2. Je m'excuse, j'utilise le mot grade parce qu'on va éventuellement se comparer avec le reste du Canada où on utilise grade 1 à grade 12. Donc, on a aligné les niveaux du Québec avec les niveaux du reste du Canada. Donc, grade 1, c'est première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Quand on arrive à grade 7, on parle de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Donc, je m'excuse, c'est juste pour uniformiser la terminologie. Donc, ça a commencé en 1999, mais vraiment, l'implantation s'est faite en 2000. Et l'implantation s'est faite par cycle. On a implanté, premièrement, au niveau de la première et de la deuxième année, ce qu'on appelait le cycle 1. Après ça, on est allé vers le cycle 2, qui était la troisième et la quatrième année. Après ça, on a fait le cycle 3, qui était la cinquième et la sixième année. Ça s'est échelonné sur 2 ans. Et puis après, la réforme du secondaire a commencé, donc secondaire 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'en 2008. Ici, on voit que ça va devenir important dans notre approche empirique, mais je vais vous le mentionner maintenant. La réforme est implantée par cycle. Non seulement est implantée par cycle, mais il arrivait aussi des fois, selon les écoles, puis les écoles avaient une certaine autonomie là-dessus, l'enseignant était assigné à un groupe pour tout le cycle. Donc, il allait enseigner en première année et il allait suivre le groupe en deuxième année. Donc, il allait être leur enseignant pour toute la période. Ou sinon, il y a d'autres écoles qui étaient organisées par cycle où les enseignants travaillaient ensemble. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est on va regarder les enfants de première, deuxième année ensemble, troisième, quatrième année ensemble. Je vais vous dire aussi pourquoi, d'autres raisons plus tard, mais donc c'est dans l'approche de la réforme de regarder les étudiants par cycle. Donc ça, c'était le calendrier. Donc, à cause que le calendrier est tellement bien défini, on peut savoir, en sachant le niveau scolaire d'un enfant, s'il est au Québec ou s'il n'est pas au Québec, on sait s'il est traité par la réforme ou non. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. La réforme est intéressante, en soi, est intéressante pour nous au Québec de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est aussi intéressant au niveau international, parce que la réforme au Québec, c'est pas faite en complète isolation. Il y a d'autres pays qui étaient intéressés par des méthodes similaires. Donc, il y avait la Suisse qui était à peu près à la même époque que nous, et la France, la Belgique qui ont suivi. Mais, plus proche que ça, aux États-Unis, on avait aussi une réforme qui était en place, qui était similaire à la nôtre, qui s'appelait Reform Oriented Teaching. Cette réforme-là était moins prédominante que les deux autres dont j'ai parlé tantôt, mais était quand même assez importante pour être supportée par des organisations aussi prestigieuses que le National Council of Teachers of Mathematics, le National Research Council, puis American Association for the Advancement of Science. Donc, il y a 3 grandes organisations américaines qui vraiment supportent cette réforme-là, qui est comparable à l'approche qu'on connaît, qui est plus active et tout ça. Malgré tout ça, à cette époque-là et encore aujourd'hui, c'est pas très clair
si c'est une approche qui est favorable ou non au développement des compétences mathématiques. Il y a eu quelques études. Donc, aux États-Unis, en 2000, on avait une petite étude, c'est une toute petite étude, qui avait été faite par Crawford et Snyder, qui était une étude sur 46 étudiants, sur une période de 2 ans, qui était en 4e et 5e année. Donc, on avait nos 46 étudiants et de façon complètement expérimentale, on a aléatoirement assigné les étudiants à 2 enseignants différents qui devaient enseigner 2 approches différentes. Donc, 23 étudiants étaient assignés à un enseignant qui allait utiliser une approche très explicite où on enseignait le concept mathématique, on allait faire des répétitions, de la mémorisation, de la drill, des cahiers d'activités et tout ça pour renforcer l'apprentissage des concepts. On allait revoir les concepts et tout ça. Donc, 23 étudiants dans ce cadre-là. Et 23 étudiants qui étaient dans un cadre plus implicite, qu'on appelle. Donc, oui, on enseignait le concept une fois, on allait dire qu'est-ce que c'est l'addition, mais après ça, c'était vraiment à l'étudiant dans ces activités d'apprentissage si on veut vraiment apprendre l'addition. Donc, au lieu de vraiment pratiquer 2 plus 2, on allait être dans un contexte où, je sais pas, là, on est au marché, puis on paye son ami, puis là, on fait 2 plus 2 $, puis on apprend comme ça. Donc, l'addition est là aussi, mais elle n'est pas explicite, c'est plus implicite. Donc, on avait 2 groupes qui ont été traités. La première année, ils étaient séparés. La deuxième année, ils se sont retrouvés tous les deux dans l'approche qui était plus explicite, donc l'approche plus traditionnelle qu'on dit. Et ce que Crawford et Snyder ont trouvé, c'est que l'approche plus explicite était plus performante pour vraiment développer les compétences mathématiques. Donc, ils ont vu les étudiants qui étaient dans l'approche plus implicite, ils étaient un peu en retard la première année. Quand on les a remis avec les autres dans l'approche plus explicite, ils se sont rattrapés. Donc, mais ça, c'est bon, c'est une petite étude, on a 46 étudiants, là, donc on ne parle pas d'une grande étude. Et on a d'autres études qui ont été faites, donc encore aux États-Unis. C'est Lee et al., c'est de la Rand Corporation, si je ne me trompe pas, qui était spécifiquement sur Reform Oriented Teaching. Ils ont regardé beaucoup plus d'étudiants, donc on tourne à des groupes selon les combinaisons qu'ils regardent, de 1600 à 3500 étudiants dans 3 districts aux États-Unis. Donc, c'était une étude quand même assez importante. Des étudiants de 3e à 9e année et qui étaient sur une période de 3 ans. Donc, la période d'observation était 3 ans. Ce qu'ils ont trouvé, eux, c'est des effets qui sont au mieux positifs, mais très faiblement. Le problème avec cette étude-là, c'est que, en fait, ce qui arrive, il y a plusieurs problèmes. Un, les étudiants n'étaient pas assignés de façon aléatoire. Donc, les étudiants se sont retrouvés une année dans une approche, une autre année dans une autre approche. Donc, il y avait comme un mix d'approches, donc c'est difficile d'isoler vraiment l'approche. Les enseignants s'auto-sélectionnaient dans l'approche. Donc, les enseignants décidaient d'implanter Reform Oriented Teaching ou d'implanter une autre approche. Donc, quand on est plus familier, quand on se sent mieux avec une approche, on va aller vers une approche. Donc, mais si on vous l'avait imposé, l'effet serait peut-être pas le même. Donc, le fait de choisir et le fait d'être imposé quelque chose n'a pas le même effet. Et au-delà de tout ça, il y avait un petit conflit, là, parce qu'ils ont envoyé quelques auditeurs externes pour vérifier quelle approche était réellement impliquée par certains des enseignants. Ils n'ont pas fait tous les enseignants, il y en avait trop. Mais ils ont trouvé, des fois, il y a quelqu'un qui disait qu'il était Reform Oriented Teaching, puis ouf, il était peut-être plus traditionnel. Donc, il y a quand même quelques petits problèmes. Donc, tout ça pour dire que nous, on s'est dit, bon, ben, on a quelques avantages avec la réforme du Québec. Et on va exploiter ces avantages-là. Donc, premièrement, la réforme du Québec était une réforme qui était universelle. Donc, elle était dictée par le ministère de l'Éducation au Québec et elle devait être appliquée à toutes les écoles du Québec. Donc, c'était pas un choix. Donc, c'était à travers le Québec au complet, que l'école soit privée ou qu'elle soit publique. Ensuite de ça, à la même époque, dans le reste du Canada, en moyenne, l'enseignement est resté similaire. Il n'y a pas eu de grandes réformes comme nous, on a connu au Québec. Donc, on peut avoir les étudiants du reste du Canada comme groupe contrôle. Ensuite, comme je vous disais, c'est pas une réforme qui était faite en isolation. Elle est intéressante à regarder pour le Québec, mais elle est intéressante à regarder aussi pour d'autres pays. Et puis, ben, grâce à Statistique Canada, on a des données pour regarder l'effet de la réforme. S'il n'y avait pas de données, tout ça, ce serait inutile dans les faits. Donc,
la base de données Statistique Canada étant assez longue, on peut regarder sur quand même une assez longue période ce qui s'est passé. Donc, la stratégie empirique. Je vais essayer de ne pas être trop mathématique. S'il y a des gens qui aiment ça, les mathématiques, on peut s'en parler après. Donc, on est dans un contexte où on a deux groupes de périodes. Donc, on a deux groupes parce qu'on a les étudiants du Québec, les étudiants du Canada. On a deux périodes parce qu'on a avant, après réforme. Donc, ce qu'on observe, on observe les étudiants, on observe les compétences mathématiques, on observe des tests de compétences mathématiques des étudiants du Canada et du Québec avant la réforme. On l'observe aussi après. Donc, les étudiants du Québec, on voit comment ils performent en mathématiques après la réforme. Ce qu'on aurait vraiment aimé observer, mais qu'on n'observe pas, c'est comment ces étudiants-là auraient fait s'ils n'avaient pas été dans la réforme. Donc, cette observation-là, elle n'est pas faite, le contrefactuel, si on veut, on ne le voit pas. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'estimer, c'est comment ils auraient fait s'ils n'avaient pas été traités. Et on va utiliser nos groupes avant puis le Canada pour retirer cet effet-là. Donc, le candidat numéro 1 dans ces types d'approches-là, c'est en économie, on appelle ça différence en différence. Ça a un autre nom en statistique, mais je me rappelle plus. J'ai comme un blanc de mémoire. Mais donc, il y a la méthode de différence. Je vais vous lister les méthodes qu'on va faire, puis je vais vous les décrire un peu plus concrètement après. Donc, il y a la méthode de différence en différence. Le problème avec différence en différence, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs critiques de la méthode de différence parce qu'elle a des hypothèses qui sont assez fortes. Donc, on a décidé aussi d'implanter non seulement la différence en différence, mais aussi le change in change qui relaxe certaines des hypothèses de différence en différence. C'est une nouvelle méthode, c'est paru Econometrica en 2006. Et on a aussi implanté le différence en différence matchée parce que lui, il va nous permettre de tester une des hypothèses de différence en différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite après. Donc, premièrement, différence en différence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est ce que je vous disais tantôt. Ça, c'est ce qu'on observe. C'est les étudiants du Québec. Le Y, c'est le score de mathématiques. Les étudiants du Québec dans la réforme. Ce qu'on aimerait observer, c'est le même score, mais s'il n'avait pas été dans la réforme, donc N pas dans la réforme. Donc, si on avait eu ça, on aurait juste fait un moins l'autre, puis on a dit, boum, voilà l'effet de la réforme. Malheureusement, ça ici, c'est pas observé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Intuitivement, ce qu'on fait, ça, c'est l'estimateur, mais je vais vous le décrire plus visuellement. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les étudiants du Québec avant-après. On a une tendance. On voit ce qui se passe. La première intuition des gens, c'est souvent, on fait avant-après, puis on dit, OK, c'est ça l'effet de la réforme. Mais c'est pas tout. Il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent affecter les tendances, qui n'ont pas de lien avec la réforme. Donc, il faut enlever cet effet-là de la réforme. Donc là, on utilise le Canada ici pour aller purger cet effet de tendance-là. Donc, on regarde le Canada avant-après. Ça nous donne la tendance qui se passe dans le Canada. Donc, par exemple, c'est pas le cas, mais je vais juste vous donner un exemple fictif. Si Statistique Canada avait pas bien fait ses tests l'année de la réforme, si tout d'un coup, il avait accumulé tous les tests, puis il avait fait tout ça tout croche, puis les résultats étaient pas bons, on serait capable de le capturer avec la tendance dans les étudiants du reste du Canada. C'est pas le cas, le taux de réponse est très, très bon. Mais si ça avait été le cas, ça permettrait de contrôler pour ça. Donc ça, c'est l'estimateur comme il est l'estimateur le plus simple de différence en différence. Bon, les hypothèses qui sont derrière ça, c'est que il y a une hypothèse d'additivité. Donc, le Y, l'outcome en soi, il est additif dans la période de temps, le groupe et les variables non observées. Et plus encore, quand on commence à contrôler pour les caractéristiques des individus, dans la différence en différence traditionnelle, on fait juste mettre les X à côté. Donc, on fait une régression linéaire, puis on met une variable 0,1 si c'est un homme ou une femme, une variable 0,1 si la mère est éduquée, mais tout ça, ça rentre de façon linéaire. Donc, il y a une hypothèse de linéarité. Et aussi, la deuxième hypothèse, c'est que, pardon, on assume que le traitement est le même pour tous. Donc, le fait d'être dans la réforme, ça va impacter tout le monde de la même façon, ou si ça impacte pas tout le monde de la même façon, s'il y a des différences, la distribution de nos capacités mathématiques à travers tous mes 4 groupes est la même. C'est pas mal contraignant de dire que les étudiants du Québec et les étudiants du reste du Canada ont la même distribution de compétences mathématiques. Donc, ça, c'est une des hypothèses qui est derrière différence en différence. Donc, nous, on va aller vers une autre méthode qui ne demande pas ça. OK.
Ça, c'est le change in change, CIC, change in change. Là, vous voyez ici, c'est le même, on essaie d'estimer la même chose. On n'a rien changé. La seule chose qu'on a changé, c'est comment on va estimer ce qu'on n'observe pas. Donc, ça, c'est la formule. On ne va pas rentrer dans les formules, mais l'important à retenir, c'est vraiment que c'est l'hypothèse puis les avantages. Donc, l'hypothèse qui est derrière ça, c'est la seule hypothèse qu'on a besoin pour faire du change in change, c'est de se dire que la fonction de production qui va produire, donc on a notre test de mathématiques, puis on a des variables non observées. La fonction de production qui unit ces deux choses-là est la même pour tous. Donc, on peut avoir des distributions qui sont très variées, mais le lien entre les variables, entre le non observé et le score est le même. Mais si le non observé a des distributions différentes à travers les groupes, on va être capable de s'ajuster pour ça, parce que nous, on a juste besoin d'une fonction de production qui est la même. Donc, ce que ça fait, change in change, c'est qu'il va relaxer beaucoup de choses. Donc, c'est une méthode qui est non paramétrique, donc il n'y a pas de contrôle pour les X de façon linéaire. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va regarder, par exemple, c'est pas le cas ici, mais je vais vous en parler après, mais on pourrait regarder les femmes toutes seules, les hommes toutes seules, et regarder l'effet que ça a sur eux. Ça va être fait complètement de façon non paramétrique. Ce qui est très intéressant dans ce change in change, c'est pour ça aussi qu'on l'a implanté, c'est qu'on peut estimer non seulement l'effet moyen de la réponse, mais on peut l'estimer sur la distribution. Donc, on peut l'estimer sur les enfants faibles, les enfants moyens, les enfants plus forts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que non seulement on va aller rechercher le contrefactuel moyen, on va aller rechercher le contrefactuel sur toute la distribution. Donc, on va être capable de regarder à chaque point de la distribution qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au final, la réforme, son objectif, c'était d'aider les étudiants faibles. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la queue de la distribution. Parce que c'est possible qu'on ait un effet moyen de 0, mais que la courbe se soit changée, que mes plus forts soient devenus encore plus forts, puis que mes plus faibles soient devenus encore plus faibles, mais qu'en moyenne, j'ai pas d'effet. Donc, ça, si c'est arrivé, je veux le voir. Donc, et là, étant donné nos données, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fini par faire une hypothèse de linéarité dans le change in change. On a contrôlé pour nos X de façon linéaire parce qu'on voulait garder des échantillons de bonne taille. Donc, au lieu de faire des sous-échantillons qui deviennent de taille assez petite, on a gardé nos enfants de première, deuxième année ensemble. On a contrôlé pour les X de façon linéaire pour pouvoir avoir des résultats statistiques intéressants. Pas intéressant dans le sens de le signe fait notre affaire, mais statistiquement intéressant. Donc, on a fait une hypothèse de linéarité. Et étant donné qu'on a fait une hypothèse de linéarité, on est allé vérifier est-ce qu'elle est importante ou non, cette hypothèse-là. Donc, la méthode ici, qui est la méthode matching différence en différence, permet d'aller vérifier ça. Ce qu'on fait, c'est que dans le différence en différence matchée, au lieu de contrôler pour mes caractéristiques de façon linéaire, ce que je fais, c'est que je regarde mes enfants québécois. Je sais la distribution de leurs caractéristiques, toutes leurs caractéristiques, leur éducation, leur sexe, leur background socio-économique. Et là, je vais aller m'assurer que mes 3 autres groupes avec lesquels je vais comparer mes enfants québécois vont avoir exactement la même distribution de X. Donc, je vais aller tout repondérer chaque enfant dans mes 3 groupes. C'est pas moi qui fais ça, là. On a des routines, des équations qui font ça. Mais chaque enfant va se faire redonner un poids de telle sorte que quand on va regarder la distribution des caractéristiques des étudiants, elle va être la même partout. Donc, on est confiant que c'est pas nos X qui influencent l'estimé. Non seulement c'est pas nos X, mais c'est pas de la linéarité non plus, parce que les X sont contrôlés en façon de distribution, puis après, on calcule l'estimateur. Donc, ce qui arrive, puis on a implanté plusieurs techniques, là, parce que tu peux repondérer tes étudiants de plusieurs façons. On en a implanté plusieurs pour être sûr que les résultats n'étaient pas sensibles à ça. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'en comparant ces résultats-là, avec le DEFINDIF traditionnel où il y a la linéarité, si on n'est pas loin, si nos résultats sont statistiquement comparables, ben, la linéarité n'est pas critique. Donc, on peut y aller dans notre change in change avec une hypothèse de linéarité, ce qui va arriver. C'est pour ça qu'on a fini par faire du change in change linéaire, avec les X contrôlés de façon linéaire. Questions sur les méthodes? Non? On peut en parler après, là, si vous avez des questions plus précises. Pardon. Donc, la base de données qu'on a utilisée, c'est celle de Statistique Canada qui s'appelle en français l'enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, donc l'ENNEIGE. L'ENNEIGE est super intéressante parce qu'elle suit les enfants dans le temps. Donc, ça nous permet de non seulement voir des enfants avant, après réforme, mais de voir des enfants qui évoluent dans la réforme, en fait.
Donc, la plus grande cohorte de la neige, c'est celle-ci. C'est une cohorte qui est commencée en 1994, où à cette époque-là, on avait des enfants de première à sixième année. On avait aussi des bébés. On avait des enfants de 0 à 1 an qui vont éventuellement rentrer à l'école qu'on va observer. Mais là, je ne l'ai pas écrit, c'est un lapsus. Là, mais, donc, on avait les enfants du primaire. On avait des enfants qui n'étaient pas encore à l'école qu'on va observer plus tard. Et ça s'est en allé jusqu'en 2008. On a suivi ces enfants-là. Puis on s'est retrouvés en 2008, on observe des enfants du secondaire, en fait. On n'a plus d'enfants du primaire, on a des enfants du secondaire. Et il y a eu d'autres initiatives qui ont été lancées dans la neige qui nous ont donné 2 autres cohortes d'enfants. Donc, on a une cohorte qui nous a donné des enfants de première et quatrième année en 2006 et des enfants de première et deuxième année en 2008-2009. Donc, ça, c'est des enfants post-réforme qu'on va aussi utiliser. Et au-delà de tout ça, la neige est fantastique parce qu'on a une mesure des compétences mathématiques. Donc, il y a un test qui est fait dans la neige qui nous permet de mesurer les compétences mathématiques des enfants. Donc, ce test-là, j'ai pas mis le nom, il s'appelle le 4-2. Okay. Hein? Oui, je l'avais mis? OK, ça. Donc, le 4-2, il y a des belles caractéristiques pour notre projet en soi parce qu'il est fait pour le Canada. Donc, c'est pas un test qui a été fait aux États-Unis qu'on a recyclé ici. C'est un test qui a été fait pour le Canada, qui a regardé qu'est-ce qui était fait dans les différents cursus à travers le Canada et qui a fait des tests pour chaque niveau du primaire et du secondaire. En fait, le 4-2 est pour grade 2 à grade 10, là, donc il n'y a pas première année, puis il n'y a pas secondaire 4-5? Non, 4, 5. Il n'y a pas 5, puis il n'y a pas collège. Donc, c'est un test qui est spécifique à nous, donc qui devrait représenter ce que nous, on fait. C'est un test qui mesure vraiment les compétences mathématiques de base. Donc, c'est un test qui ressemble, il y a des équations, il y a division, soustraction, qui augmentent en difficulté là, selon le niveau scolaire. Donc, à chaque année, il y a un test différent, puis on arrive à la fin en grade 10 où on a de l'algèbre linéaire, mais vraiment simple. On a 20 questions dans ce test-là. Et puis, la façon que le test les scores sont faits, ils grandissent avec il est fait pour numériquement représenter les compétences mathématiques d'un enfant. Donc, un enfant en deuxième année du primaire va avoir un score beaucoup plus faible qu'un enfant qui est en deuxième année du secondaire. Donc, on voit aussi la progression des scores dans le temps. Bon, là, il y a tout n'est pas rose. Il y a quelques points qu'il faut garder en tête, là. Le premier est que dans l'aile neige, le test de mathématiques en soi, dans la vague 1 à 3, le taux de réponse n'était pas super élevé. Donc, on parle, dans la vague 1, on avait seulement 51% de réponse, vague 2, 74%, puis vague 3, 54%. C'est-à-dire qu'il nous manque quand même beaucoup d'enfants qui n'ont pas répondu, puis on le sait pas, on les observe pas, donc on peut pas inférer comment il y aurait eu. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va éviter le plus possible d'utiliser ces vagues-là. Pour les enfants du primaire en deuxième année, on va avoir besoin de ça parce que la réforme a été implantée en vague 4 pour les deuxièmes années du primaire. Donc, on va être obligé de se comparer avec la vague 1, 2, 3. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la vague 2 où le taux de non-réponse le taux de réponse était quand même 74%, ce qui n'est pas très, très bas. Une autre chose qui est importante, c'est qu'on a exclu complètement la vague 1 pour la simple raison que le test dans la vague 1 était différent. Le test pour la vague 1, il n'était pas différencié par niveau. Donc, les enfants de 3e, 4e année passaient un même test, alors qu'à partir de la vague 2, il y a 2 tests différents. Donc, les résultats ne sont pas comparables. Et puis, on a un peu le même problème au niveau du grade 9-10. Avant la vague 5 de la neige, le test grade 9-10 était un test. Après, il devient 2 tests. Donc, nous, on exclut ça. Donc, on sélectionne un sous-échantillon de la neige, mais c'est vraiment pour des raisons de contenu des informations, pour s'assurer qu'on a des pommes avec des pommes. OK. Oui. C'est ça. Au niveau des enfants que vous n'observez pas pour les tests, vous avez quand même des informations par ailleurs. Vous avez essayé de comparer un petit peu ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu. Oui. C'est pour ça qu'on est assez confortable avec utiliser la vague 2, parce qu'il n'y avait pas trop de différence. Mais là, quand on parle de 50%,
ça commence à être difficile. Mais quand on a regardé les caractéristiques des enfants de la vague 2, réponse, non-réponse, il n'y avait pas des super différences, là. Donc, oui, c'est un bon point. Donc, ce qu'on observe. Donc, ça, c'est ce qu'on observe, nous, étant donné qu'on utilise la neige. Donc, on se concentre sur les enfants de grade 2 à 10 parce que le test est passé dans ces grades-là. Vous ne voyez pas 1994, c'est la vague 1 qu'on a complètement exclue, on la regarde pas du tout. Et donc, on a créé des cohortes. On s'est dit, on a mis les enfants qui rentraient en première, deuxième année du primaire ensemble sont dans la même cohorte. Donc, par exemple, la cohorte 1, c'est les enfants qui sont rentrés en première, deuxième année en 1992. La cohorte 2, c'est les enfants qui sont rentrés en première, deuxième année en 1994, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, il y a des boîtes et il y en a qui ne sont pas de boîtes. Donc, les grades qui sont sans boîte, c'est des grades qui sont hors réforme, c'est avant la réforme, ils n'étaient pas traités. Et les grades qui sont entourés de boîtes, c'est les grades qui étaient traités par la réforme selon le calendrier de la réforme. Donc, ici, on a tous ces enfants-là qui nous permettent de regarder avant, le avant-réforme. Et ici, on commence à rentrer dans la réforme, on a les enfants de la réforme. La plus grande cohorte qu'on observe, c'est la cohorte 5. Ça, c'est fantastique qu'on ait ça parce que ça nous permet de regarder la progression des enfants à travers la réforme. Donc, cette cohorte-là va nous permettre de regarder les effets d'exposition. Après ça, ici, on a la cohorte 4, c'est des enfants qui ont commencé hors réforme, qui se sont retrouvés dans la réforme après. Donc, ces enfants-là vont nous permettre de regarder l'effet de l'âge d'entrée dans la réforme. Est-ce que c'est différent d'entrer en deuxième année que d'entrer en cinquième, sixième année? Les enfants ici aussi, qui sont ici, sont traités depuis seulement 1 an ou 2, alors que les cinquième, sixième années ici sont traités depuis beaucoup plus longtemps. Donc là encore, on va être capable, en comparant les effets sur ces deux groupes-là, de voir les effets d'exposition long versus court. Et puis après, ici, on va jusqu'en 2008. Ça, c'est mes deuxième, troisième cohorte de la neige. Ils vont nous permettre de regarder les effets de long terme. Qu'est-ce qui s'est passé à long terme sur mes enfants ici? Malheureusement, on a juste des deuxièmes années. Ça aurait été intéressant d'avoir plus que des deuxièmes années, mais c'est tout ce qu'on a selon les données. Donc, ce qu'on va se trouver à faire, c'est comparer des boîtes avec des non-boîtes dans le Québec versus dans le Canada. Donc, les caractéristiques, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on a. Donc, ça, c'est tous les enfants qui sont avant réforme Québec-Canada, tous les enfants qui sont après réforme Québec-Canada. Puis après, on classifie l'enfant selon le niveau dans lequel il est puis l'année académique. Donc, si un enfant du reste du Canada est dans un niveau X, qui à cette année-là est traité et dans la réforme au Québec, il va se retrouver dans le groupe après. Donc ça, ce sont mes enfants après, mes enfants avant. Ce qu'on voit, c'est qu'on a autant de garçons que de filles, donc il n'y a pas de débalancement ici. Si on regarde, ça c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un test, ça s'appelle le PPVT. C'est un test qui est passé chez les enfants dans la petite enfance. C'est un test qui est passé vers 4-5 ans qui mesure les aptitudes de vocabulaire des enfants. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas aussi non plus un problème, là, qu'on a des enfants complètement différents, des super bons étudiants versus le test est comparable. On a 100 ici, puis on a 100 ici aussi. Donc, les enfants, à l'âge de 4-5 ans, quand on les a mesurés, ils étaient les mêmes. Ils avaient les mêmes aptitudes. Là, ici, on voit le test de mathématiques, le K2. Vous voyez la progression. On voit la progression qui monte. 310, 367, ça monte selon le grade. Donc, plus on est jeune, plus notre score est bas. Puis, plus on évolue en mathématiques, plus on devient performant. Et ici, si on regarde après, vous voyez, vous comparez avant-après, c'est toujours plus bas. Mais là, c'est toujours plus bas. Est-ce que c'est toujours plus bas juste à cause du Québec ou à cause du Canada aussi? Donc, ça ne nous permet pas de dire la réforme n'a pas bien performé. Ça nous permet juste de dire avant-après, tout le Québec et le Canada. Bien, tout le Canada versus tout le Canada. Les structures familiales sont les mêmes aussi, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sélection ici non plus. Ici, les familles monoparentales, les familles avec 2 parents, 80-20 ici aussi. Le salaire augmente, mais ça c'est normal parce qu'après, il y a de l'inflation. La probabilité que la mère travaille est la même. Le niveau d'éducation de la mère change, ça aussi dans le temps. Les femmes deviennent de plus en plus éduquées, donc on le voit ici aussi, donc on va contrôler pour ça. La région de résidence aussi, c'est comparable, mais évidemment, après, c'est plus urbain qu'avant. Oups. C'est pas le bon. OK. Donc,
premier graphique, ça c'est quand on a vu ce graphique-là la première fois qu'on s'est dit qu'on avait quelque chose. Donc, ce que ça fait, ce graphique-là, c'est ici, bon, laissez-moi vous l'expliquer premièrement, on a les grades 2, les grades 3, 4, les grades 5, 6, les grades 7, 8. Ce qu'on observe ici, les points qu'on observe, c'est la différence dans le score 4-2 entre le Québec puis le Canada. Donc, c'est Québec moins Canada. Donc, quand on voit un plus, parce que le Québec performe en moyenne mieux que le Canada. Donc, quand on est en haut du zéro, là, on est dans une perspective où le Québec a un score moyen plus élevé que le Canada. Donc, ce qu'on a regardé, c'est la tendance entre la différence Québec-Canada dans le temps, par grade, étant donné que la réforme est implantée dans le temps, donc elle n'est pas implantée en deuxième, troisième année, tout en même temps. Donc, on suit le calendrier de la réforme, et la ligne rouge vous indique le point où la réforme commence. Donc, ce qu'on voit ici, vous voyez très bien, là, ici, c'est stable, puis là, boum, la réforme commence, ça descend. Ici, c'est la même chose. Ici, on a aussi le même pattern, excusez l'anglais. Et ici, en grade 7-8, c'est un peu plus compliqué parce que là, le grade 7-8, si vous vous rappelez du calendrier, le grade 7 était implanté dans une année, le grade 8 dans une autre, donc c'est pas implanté en même temps, donc on a deux lignes. Donc là, ce qu'il faut vraiment comparer, c'est ce point-là avec ce point-là. Ici, il y a beaucoup de mouvements, donc là, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe ici, est-ce que c'est nos caractéristiques qui créent ça, parce que idéalement, on voudrait que ça soit assez stable avant, il ne se passe rien. Il n'y a pas de réforme, donc la différence entre les deux régions devrait être la même. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a matché nos caractéristiques pour assurer une conformité dans les distributions des caractéristiques. Et là, on a donc matché nos enfants du Québec avant avec après, nos enfants du reste du Canada avant avec après pour assurer que les distributions de X soient les mêmes. Et là, on voit que ça se stabilise beaucoup mieux. Là. Vous voyez, ici, c'est rendu presque plat. Donc, avant la réforme, on est dans un état pas stationnaire, là, mais il y a une différence, mais elle est stable. Puis après la réforme, ça commence à descendre. Donc là, après ça, ce qu'on a fait, c'est on est allé vers les estimateurs pour voir si ces différences-là, c'est statistiquement significatif. Parce que ça, c'est juste des graphiques. Donc là, la première étape, c'était de voir notre hypothèse de linéarité. Parce qu'avant de s'en aller dans le change in change, on voulait savoir est-ce que c'est important le fait de contrôler pour les X de façon linéaire versus non linéaire. Donc, ce que ce tableau-là vous montre, je ne vais pas aller à travers tous les chiffres, là, je veux juste vous montrer les grandes lignes. Ici, on a grade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, vous avez toujours, la première année, c'est l'année pré-réforme. La deuxième année, c'est l'année post-réforme. Donc, vous savez quel groupe je suis en train de comparer. Ici, on a l'estimateur de différence en différence standard avec rien, rien, rien. Ici, on a l'estimateur différence en différence où on contrôle pour les caractéristiques des enfants de façon linéaire. Puis ici, c'est les 3 méthodes de matching. Donc, on a utilisé 3 méthodes de matching différentes qui nous permettent de voir si contrôler pour les X non linéairement est important ou non. Là, ce que vous allez voir, si vous calculez les intervalles de confiance, vous comparez les intervalles de confiance, ça se chevauche partout. Donc, le fait de contrôler pour les X non linéairement, c'est pas contraignant. Donc, le message de ça, c'est vraiment juste ça. Là, après, je vais vous décrire les tableaux qui suivent, mais ce que je vais faire, c'est que vraiment, moi, je vais sauter par-dessus, puis je vais aller vers des transparents où je vous explique les tendances. Je vous ai distribué les tableaux pour que si vous voulez valider ce que je suis en train de raconter après, vous les avez, mais je ne veux pas m'attarder trop là-dessus. Donc, ça, c'est les tableaux importants, qui sont les tableaux des estimateurs Change in Change. Donc, je vous les décris. On a ici, on a le grade 2, le grade 3-4. On a les années, donc 96 versus 2000, 96 versus 2006, 96 versus 2008. Puis ici, je vous indique toujours la cohorte traitée. Le fait d'indiquer la cohorte traitée, ça va vous permettre de comparer. Donc, les enfants de la cohorte 5, on les suit, là. Ils s'en vont en grade 3-4 ici. C'est eux qui vont vous permettre de voir le temps d'exposition. Ici, on a la moyenne, l'effet moyen. Donc, je vous parlais tantôt l'effet moyen qu'on calcule. Ici, c'est l'effet moyen, c'est l'estimateur moyen de change in change. Puis on estime aussi des bounds, des lower bounds, des bornes supérieures et inférieures pour voir à quel point notre estimateur est sensible ou pas. Donc ça vous donne aussi une idée de la performance de l'estimateur. Et puis ici, ce qu'on a, c'est la distribution. On a choisi des points précis dans la distribution, mais ici, c'est nos étudiants plus faibles, donc 25e percentile. Ici, c'est nos étudiants moyens, 50e, 75e, puis nos étudiants très forts.
On a regardé les étudiants très forts parce que on voulait voir aussi, c'est important de savoir si eux, est-ce qu'ils ont maintenu ou ils ont reculé. Donc, on a inclus cela. Donc, là, vous avez le tableau grade 2 à 4. Ensuite, ici, c'est la même chose. La structure est exactement la même. C'est grade 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis encore une fois, vous avez les cohortes, donc vous pouvez suivre qu'est-ce qui se passe. Donc, les messages importants qui vont être attirés, vous avez les tableaux, vous pouvez regarder, mais je vais plus parler qu'aller dans les détails des chiffres. Donc, premièrement, l'impact au temps d'exposition à la réforme. Donc, si vous regardez, vous vous concentrez sur les résultats de la cohorte 5. Ce que vous pouvez voir, c'est que plus on est longtemps dans la réforme, plus l'impact grossit, excepté pour la première année, la deuxième année du primaire. La deuxième année du primaire, on voit l'effet est de 17, ce qui correspond à peu près à 37% d'une déviation standard. Là, quand on s'en va vers grade 3-4, on est un petit peu plus bas, on est à 15 avec 28. Mais là, on va commencer à monter. 5-6, on est à 19-33%. 7-8, on est à peu près 33 à 42% d'une déviation standard. Grade 9-10, on monte jusqu'à 48% d'une déviation standard. Donc, l'effet grandit. Le grade 2, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est qu'on utilise la vague 2 de la neige où la non-réponse était plus élevée. Donc, si la non-réponse est la même dans le Canada et le Québec, il n'y a pas de problème. Mais si la non-réponse n'est pas exactement la même, ben, ça pourrait avoir influencé un peu le coefficient à la hausse. Et vous pouvez aussi voir un effet d'exposition, comme je vous disais tantôt, quand on compare les grades 5-6 qui ont été traités seulement une année avec les grades 5-6 qui étaient dans la réforme depuis la première, deuxième année. Donc, si vous regardez ces enfants-là, il y en a qui étaient là une année versus 5 années, et on voit l'effet de la réforme est 9 versus 19. Donc, beaucoup plus grand. Là, ce que je vous ai pas dit aussi, si vous regardez vos tableaux, tous les coefficients sont négatifs. Vous n'en trouverez pas un qui est positif. Puis, ça, c'est le cas. Là, on contrôle pour les X. Si on ne contrôle pas pour les X, c'est la même chose. Les X, c'est les caractéristiques. Pardon. Donc, effet qui grandit avec l'exposition. Après ça, ce qu'on s'est demandé, c'est bon, OK, qu'est-ce qui se passe avec l'âge à la première exposition? Donc, les estimés sont toujours plus grands quand c'est sur des enfants du grade 2 que sur le seul groupe qu'on observe, c'est les enfants du grade 5-6 dont je parlais tantôt, qui ont été premièrement traités en grade 5-6. Donc, sur ces enfants-là, l'effet est moins grand quand on le mesure au grade 5-6 que sur les enfants du grade 2. Donc, l'effet semble plus grand plus l'enfant est jeune, dans le fond. Donc, ça, c'est ça. Après ça, ce qu'on a regardé aussi, c'est les effets de long terme. Là, si vous vous rappelez, le graphique au grade 2, on avait une courbe qui était plus ou moins stable. On descendait après la réforme, puis oups, ça remontait. Donc, c'est ce point-là qu'on est allé estimer pour voir ce qui se passait après. Si on regarde les enfants du grade 2 après 8 ans, il n'y a pas d'effet. L'effet, il est nul. Donc, il y a deux explications auxquelles on a pensé. Vous en aurez peut-être d'autres. C'est possible que ça ait pris du temps pour les enseignants de maîtriser la réforme. C'est pas quelque chose qui était facile. C'était une réforme qui était assez complexe. Donc, ça leur a pris du temps pour vraiment la maîtriser, puis la mettre en place, puis assurer que les enfants apprennent ce qu'il y avait à apprendre. Et aussi, l'autre option, c'est les enseignants ils ont réalisé que le matériel ne passait pas dans cette approche-là. Donc, ils sont revenus à des approches plus traditionnelles où ils ont enseigné les mathématiques de cette façon-là, de la façon dont ils l'enseignaient avant. Donc, il y a deux possibilités. Probablement, il y a les deux possibilités dans la vie réelle. Il y a sûrement des enseignants qui sont retournés à leur mouton, puis il y a des enseignants qui vraiment ils ont réussi puis ils ont embarqué. Donc, mais quoi qu'il en soit, l'effet il est nul. On ne parle pas d'un effet positif. Donc, c'est une grande réforme qui a mené à un effet qui était au mieux neutre à long terme. Et puis là, quand on regarde à travers la distribution, donc dans vos graphiques, dans vos tableaux, si vous regardez à travers tous les points de la distribution, c'est négatif partout, là. Donc, c'est négatif pour les moins performants, les moyens, mais c'est aussi négatif pour les plus performants. Les très, très performants, c'est souvent peut-être pas significatif, mais on n'a pas beaucoup d'observations à ces points de masse-là. Donc, l'erreur standard est assez grande, donc c'est difficile de détecter des effets positifs. Donc, ce qui est arrivé, ça c'est comme la distribution qu'on a observée, les scores mathématiques, puisque le change in change a estimé, c'est une distribution qui était ici. Donc, on aurait dû être plus loin, on aurait dû avoir des scores mathématiques qui étaient plus élevés partout,
on s'est retrouvé avec des scores mathématiques qui sont plus bas. Donc, le contrefactuel estimé par Change and Change était à la droite de la réalité. Donc, et ça, c'était partout. Bon. Là, ça, c'est ce qu'on a trouvé avec Alneige. Mais on s'est demandé, bon, si on va vers les autres grandes bases de données internationales, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on a regardé PISA, qui est fait par l'OCDE. Donc, PISA nous permet de voir les compétences. Là, ici, on a lecture et mathématiques. Le prochain tableau est en sciences. Et PISA est fait aux 3 ans. Donc, on a en 2000, en 2003, en 2006, en 2009. Ici, on a toutes les provinces. La façon que les tableaux officiels sont faits, donc ça, c'est des tableaux officiels, on n'a pas recalculé ça. Les écarts significatifs en lecture sont calculés par rapport à 2000, où le test complet a été roulé. Parce que PISA roule des tests complets, puis après roule des sous-tests dans les années suivantes. Et en mathématiques, c'est 2009, 2006 par rapport à 2003. Donc, tout est calculé par rapport à 2003. Donc là, ce qu'on voit, si on regarde le Québec, en lecture, les plus faibles par rapport à 2000 de façon significative. Par contre, si on regarde par rapport à 2006, donc 2009, c'est post-réforme, pardon. 2009, c'est post-réforme, c'est des enfants de 15 ans. Et 2006, 2003, 2000, c'est des enfants pré-réforme. Donc, si on regarde ici, ça ne semble pas différent. Donc, c'est stable. Et si on regarde en mathématiques, c'est la même chose. C'est assez stable si on compare 2006 avec 2009. C'est même plus élevé si on compare avec 2003. Et en sciences, on a un peu l'effet inverse. En sciences, en 2009 versus 2006, on est plus faible, mais ce n'est pas significativement différent. Là, ce qu'il faut savoir de PISA, c'est que le Québec, en 2009, le taux de non-réponse au Québec était élevé. On passait même pas la barre du 80%, qui est la barre limite que l'OCDE accepte, mais on a quand même réussi à faire publier nos données par le PISA, mais normalement, ils demandent 80% de réponses, et on avait, je pense, si je ne me trompe pas, 74% de réponses. Donc, il y a une étude qui a été faite par Statistique Canada pour voir qui étaient ces non-répondants, et ils ont identifié que les non-répondants étaient de milieux plus défavorisés et leurs compétences en lecture étaient plus basses. Donc, tous les scores qu'on vient de voir là, on a juste 2009 dans PISA qui est post-réforme. Donc, pour évaluer la réforme avec PISA, c'est difficile parce qu'on a de la non-réponse. Et donc, il est possible que les estimateurs qu'on voit, les moyennes qu'on voit dans PISA 2009 soient légèrement trop élevées étant donné la non-réponse. Donc, étant donné tout ça, on a dit, bon, OK, on va aller voir d'autres études. On est allé vers TIMSS. TIMSS est sur les mathématiques et les sciences. TIMSS roule depuis 1995, pardon. En haut, ici, on a les compétences mathématiques. Ici, les tests de sciences. On a les étudiants de 4e année versus les étudiants de 2e année du secondaire. Pour les étudiants, on a le Québec et l'Ontario. Malheureusement, on n'a pas tout le Canada dans TIMSS. Il y a certaines provinces qui participent des années, d'autres années pas. Les seules qui sont consistantes, c'est le Québec, l'Ontario, on est toujours là. Donc, on va se comparer avec l'Ontario. Pour le grade 4, on est post-réforme en 2003-2007. 2003-2007, c'est des enfants qui sont après la réforme. Pour le grade 8, la 2e année du secondaire, on est post-réforme seulement en 2007. Donc, cette colonne-là seulement. Donc, si on regarde les mathématiques au grade 4, en 95, on avait un score de 550. En 2003-2007, post-réforme, on est à 506-519. Donc, il y a une baisse. En Ontario, par contre, on est stable, voire même, on a augmenté notre performance. Si on regarde en 2008, on voit un peu la même chose. Juste avant la réforme, on est à 543. Après la réforme, on est à 528. En Ontario, on est un peu plus stable. Ici, c'est les sciences. Et en sciences, on a la même histoire. On a au Québec, on est à 529, on descend à 500, puis on remonte à 517. En Ontario, on est clairement plus fort dans la période post-réforme. Et en grade 8, en 2e année du secondaire, au Québec, on passe de 531 pré-réforme à 507, alors qu'en Ontario, on est assez stable. Donc, dans TIMSS, les résultats semblent corroborer les résultats qu'on a obtenus dans l'Alneige. Dans PISA, c'est dur de tirer des conclusions. Donc, en gros, ce
qu'on a trouvé, c'est qu'on avait des impacts négatifs à travers toute la distribution. Plus la réforme était longue, plus l'effet de la réforme était ressenti. On a trouvé des effets aussi sur l'exposition de l'âge, mais bon, on n'a pas beaucoup de groupes d'observation, là, donc il faut quand même être prudent avec nos résultats. Et à long terme, il semble peut-être qu'on aurait des résultats nuls, mais là encore, on a juste un point d'observation, donc regarder à plus long terme ce qui s'est passé, ça serait intéressant. Là, les limites de notre approche, c'est que, bon, on regarde seulement les compétences mathématiques. C'est sûr que ça englobe pas tous les compétences mathématiques, mais comme on disait au début de la présentation, la littérature a montré quand même un très grand lien entre les compétences mathématiques et le développement dans le marché du travail. Mais au-delà de tout ça, ça pourrait être important de regarder ce qui s'est passé sur d'autres aspects, plus le comportement, la lecture et tout ça, mais pas des informations qu'on a avec l'ENS. Et puis aussi, comme je disais, les effets de long terme, ça serait important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais pour pouvoir faire ça, il faudrait être capable de savoir à long terme qu'est-ce qui s'est passé réellement dans les écoles. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que c'est plus là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faudrait avoir une certaine mesure d'implantation. Mais donc, au-delà de tout ça, les résultats sont seulement sur les mathématiques, mais les mathématiques, c'est assez important. Ben, c'est très important de nos jours. Projet futur. Donc, merci. Et puis, si vous voulez voir le papier, tout ce que je viens de raconter, là, c'est disponible en ligne. Le papier, le titre, c'est ça ici. Vous tapez et vous allez le trouver tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions?